Le silence à l'intérieur de la salle d'Obsidienne, le restaurant le plus exclusif de Manhattan, était absolu. Une fourchette cliquetant sur une assiette aurait sonné comme un coup de feu. Tout le monde regardait la table 1, la table appartenant à Arthur Penhaligon, le PDG impitoyable d'Apex Global. Sa fille de 7 ans criait, un son aigu et terrifiant qui avait paralysé tout le personnel. Les nounous avaient démissionné. Les psychologues avaient échoué. Et sa fiancée essayait actuellement de traîner l'enfant dehors par le bras. Puis une serveuse avec des baskets effilochées et une tache sur son tablier s'avança. Elle ne cria pas. Elle ne supplia pas. Elle fit une chose qui fit figer le milliardaire sur place et changea l'histoire. Mais personne ne savait que cette serveuse cachait un secret qui pourrait les détruire tous. Le coup de feu du dîner à la salle d'Obsidienne était une danse chorégraphiée de haute anxiété et d'enjeux plus élevés. Pour Nora, c'était juste une autre nuit à esquiver les coudes, à équilibrer des assiettes grondantes de bar et à faire semblant de ne pas entendre les remarques condescendantes de l'élite de la ville. Nora ajusta son tablier, cachant l'ourlet effiloché. Elle avait besoin de ce service. Son propriétaire, M. Henderson, l'avait clairement fait savoir. Loyer avant vendredi où elle et sa mère malade seraient à la rue. Table 1 est entrante. Le chef de salle, Gillette, siffla, essuyant la sueur de son front. « Ayez l'air pimpant, c'est Penhaligon. » L'atmosphère dans le restaurant changea instantanément. Ce n'était pas seulement du respect, c'était de la peur. Arthur Penhaligon n'était pas juste un milliardaire. Il était une institution. Il possédait la moitié du Skyline. Mais ce soir, les murmures n'étaient pas à propos de son portefeuille boursier. Ils étaient à propos de la petite fille accrochée à sa main et de la femme blonde frappante marchant à ses côtés. Arthur avait l'air fatigué. Son costume sur mesure coûtait plus que ce que Nora gagnait dans 5 ans. Pourtant, il portait l'épuisement d'un homme vaincu. À côté de lui se trouvait Isabella, une mondaine dont le sourire semblait avoir été pratiqué devant un miroir pendant des heures. Et traînant derrière se trouvait Lily. La fillette de 7 ans avait l'air minuscule dans une robe trop raide, trop formelle. Ses yeux dartant autour de la pièce, grands de panique. « Assieds-toi, Lily. » Isabella claqua, sa voix basse mais aiguë. « Et pour l'amour du ciel, arrête de gigoter. » La presse est dehors. Lily ne s'assit pas. Elle resta debout près de la chaise en velours, ses mains tremblantes. Nora observa depuis le poste de service. Elle connaissait ce regard. Ce n'était pas un comportement de sale gosse. C'était une surcharge sensorielle. Le cliquetis des couverts, le faible murmure des conversations, la musique jazz. Tout frappait la jeune fille à la fois. Eau pétillante et le menu dégustation. Immédiatement, Arthur ordonna, sans lever les yeux de son téléphone. Le désastre arriva 7 minutes plus tard. Un aide-serveur à une table voisine laissa tomber un plateau de verre à vin. Le fracas fut assourdissant. Lily ne sursauta pas. Elle se brisa. Elle laissa échapper un cri qui glaça le sang. Ce n'était pas un appel à l'attention. C'était un son primal de terreur. Elle tomba au sol, couvrant ses oreilles, se balançant violemment d'avant en arrière. Le restaurant devint silencieux. « Lily, arrête !» Isabella siffla, saisissant l'épaule de la jeune fille. « Lève-toi, tu m'embarrasses, Arthur. » Lily cria plus fort, donnant des coups de pied. Son talon frappa le tibia d'Isabella. Espèce de petite peste, Isabella haleta, son masque de perfection glissante. Elle saisit agressivement le bras de Lily, essayant de tirer l'enfant vers le haut. « J'ai dit, lève-toi. » Arthur se leva, l'air impuissant. « Isabella, arrête. Elle fait une crise, et elle fait des siennes parce que tu la gâtes. » Isabella hurla en retour, oubliant l'auditoire. Elle a besoin de discipline. Gillette, le gérant, se précipita, l'air terrifié. « Monsieur Penhaligon, peut-être une pièce privée. » « Elle ne bougera pas. » Arthur rugit, son contrôle cédant. « Ne voyez-vous pas qu'elle est figée? » Les invités chuchotaient,
les téléphones sortaient. C'était un cauchemar de relations publiques. Nora ne pensa pas. Elle ne vérifia pas avec Gillette. Elle ne se souciait pas des règles. Elle attrapa une lourde serviette en lin du poste de service et un verre d'eau glacée. Mais elle ne se dirigea pas vers la table. Elle alla au panneau d'interrupteur sur le mur près de la cuisine. Elle tamisa les lumières dans toute la section de 50%, puis elle marcha directement vers la table 1. « Dégage !» Isabella lui claqua. « Nous n'avons pas besoin d'une serveuse en ce moment. » Nora l'ignora. Elle ignora Arthur aussi. Elle tomba à genoux sur le sol juste à côté de l'enfant qui criait. Elle ne toucha pas Lily. Elle ne lui parla pas. Nora prit la serviette en lin et la plaça sur sa propre tête, créant une petite tente. Elle resta assise en tailleur sur le sol sous la serviette, complètement silencieuse. Le cri de Lily s'accrocha. Elle arrêta de se balancer. Elle regarda la serveuse assise sous une serviette. L'absurdité de la chose brisa le cycle de panique. Lentement, Nora souleva un coin de la serviette et jeta un coup d'œil à Lily. Elle ne sourit pas. Elle leva juste 3 doigts, puis 2, puis 1. Elle laissa tomber le coin de la serviette. Lily cligna des yeux. La pièce était plus calme, les lumières étaient plus faibles. La dame effrayante, Isabella, était debout, mais cette personne étrange était sur le sol, en sécurité dans une petite tente. Lily rampa vers l'avant. Le restaurant entier regardait, le souffle coupé. Arthur Penhaligon resta figé, la bouche légèrement ouverte. Lily tendit la main et souleva le coin de la serviette. Nora la regarda d'une voix si douce que seule Lily put l'entendre. Elle murmura. « Le monde est parfois trop bruyant, n'est-ce pas? C'est bon de se cacher. » Le lèvre inférieur de Lily trembla. Elle hocha la tête. « J'ai une base secrète, » murmura Nora, élargissant la tente de la serviette. « Il n'y a pas de bruit ici. » Lily rampa sous la serviette avec Nora. Pendant 30 secondes, 2 personnes, la fille d'un milliardaire et une serveuse fauchée, restèrent blotties sous un drap de lin blanc sur le sol du restaurant le plus cher de la ville. Les cris avaient complètement cessé. Nora abaissa lentement la serviette, révélant Lily assise calmement à côté d'elle, sa respiration régulière. Nora se leva, épousseta son tablier et regarda un Arthur stupéfait. « Elle est sensoriellement défensive, monsieur, » dit Nora. Calmement, sa voix stable malgré son cœur battant la chamade. Le bruit a surchargé son traitement auditif. La saisir lui donne l'impression que sa peau brûle. Elle avait juste besoin d'une réinitialisation. Elle se tourna vers Isabella, dont le visage était un masque de fureur et d'humiliation, et ne saisissait jamais un enfant en pleine panique. Cela leur apprend que la sécurité est quelque chose pour laquelle ils doivent se battre. Nora se retourna et retourna à la cuisine. Le silence persista pendant encore 5 secondes. Puis, pour la première fois dans l'histoire de l'Obsidian Room, quelqu'un commença à applaudir. Les applaudissements furent de courte durée, coupés par un regard acéré d'Isabella. Mais le mal était fait. La dynamique de pouvoir à la table 1 avait changé irrévocablement. Arthur Penhaligon regarda sa fille. Lily était assise sur sa chaise, buvant de l'eau, ses mains fermes. Il regarda Isabella, qui tapait furieusement sur son téléphone, essayant probablement de prendre de l'avance sur l'histoire sur les réseaux sociaux. Puis, il regarda la porte de la cuisine où la serveuse avait disparu. « Qui est-elle? » Arthur demanda à Gillette, qui rôdait nerveusement. « Juste une intérimaire, Monsieur Nora. Elle est nouvelle. Je m'excuse pour son informalité. Je la ferai virer immédiatement pour avoir parlé à vos invités comme ça. » Les yeux d'Arthur se plissèrent. « Si vous la virez, j'achèterai ce bâtiment et vous expulserai d'ici demain matin. » Gillette pâlit. « Compris, monsieur. Amenez-la ici après que nous ayons mangé. » Le reste du repas passa dans un flou pour Arthur. Il ne pouvait pas s'empêcher de regarder Lily. Habituellement, après un épisode, Lily serait catatonique pendant des jours. Elle refuserait de manger, refuserait de dormir. Mais ce soir, elle mangeait ses pâtes. Elle a même pointé le lustre et chuchoté quelque chose à sa poupée. C'était un miracle.
Dans la cuisine, Nora hyperventilait près de l'évier. « Tu es folle, » murmura son collègue Ben, empilant des assiettes. « Tu as fait la leçon à Isabella Vance. Tu sais qui elle est? Son père possède les stabloïdes. Elle va te détruire. » « Je ne pouvais pas le regarder, Ben, » dit Nora, ses mains tremblant alors qu'elle raclait les restes dans la poubelle. Il torturait cette pauvre fille. Eh bien, j'espère que ça en valait la peine. Gillette a l'air d'être sur le point de faire une crise cardiaque. 20 minutes plus tard, la convocation arriva. Nora se rendit à la table 1. Elle garda la tête haute, mais à l'intérieur, elle calculait combien d'argent elle avait dans sa tirelire. Si elle perdait ce travail, elle avait 3 jours avant l'expulsion. Arthur Penhaligon s'essuya la bouche avec une serviette et se leva. Il était plus grand qu'il n'y paraissait à la télévision. « Quel est votre nom de famille, Nora ?» demanda-t-il. « Kingsley, monsieur. »« Nora Kingsley, où avez-vous appris cela ?» Le tour de la serviette. Nora hésita. « Mon jeune frère, il avait des difficultés similaires. Nous n'avions pas d'argent pour des thérapeutes, alors j'ai dû apprendre à l'aider à survivre dans le monde. » Arthur l'étudia. Il vit les chaussures effilochées, les yeux fatigués, mais il vit aussi une colonne vertébrale d'acier. « Lily a eu ses nounous en 4 mois, » dit Arthur doucement. « Les meilleures agences de Londres et de New York. Aucune d'elles n'a pu arrêter une crise en moins d'1 heure. » « Vous l'avez fait en 30 secondes. » Isabella laissa échapper un rire moqueur. « Arthur, s'il vous plaît, c'était un tour de salon. Elle nous a embarrassés. Elle nous a sauvés, » corrigea Arthur, sa voix froide. Il fouilla dans sa veste de costume et en sortit un chéquier. Il écrivit rapidement quelque chose, l'arracha et le fit glisser sur la table. « C'est pour ce soir, un pourboire. » Nora regarda le chèque, son souffle se coupa. 5 000 $. C'était assez pour payer M. Henderson et acheter les médicaments pour le cœur de sa mère pour 3 mois. « Je ne peux pas accepter ça, monsieur. C'est trop. Prenez-le, » dit Arthur. « Et prenez cette carte. » Il posa une carte de visite noire élégante sur le chèque. « Mon chauffeur sera devant ce restaurant demain à 10 heures. Je veux que vous veniez dans mon domaine. Nous devons parler d'un arrangement plus permanent. » « Arthur, » hurla Isabella, « vous ne pouvez pas être sérieux. C'est une serveuse. » Elle sent l'ail et le désespoir. La main de Nora plana au-dessus du chèque. Sa fierté lui disait de le laisser. Sa réalité, sa mère malade, la vie d'expulsion, lui disait de le prendre. Elle prit le chèque. « Merci, monsieur, » dit Nora. Elle regarda Lily. « Au revoir, Lily. Souviens-toi de la tante. » Lily leva les yeux et fit un petit signe timide. Alors que Nora s'éloignait, elle sentit les yeux d'Isabella lui brûler des trous dans le dos. Elle sut avec un sentiment d'abattement que 5 000 $ n'était pas seulement un pourboire. C'était une déclaration de guerre. Le lendemain matin, le monde de Nora s'effondra avant même l'arrivée du chauffeur. Elle se réveilla dans son petit appartement du Queens, au son de coups frappés à la porte. C'était M. Henderson. « Je suis désolé, Nora, » dit le propriétaire, l'air sincèrement désolé en lui tendant un papier. « Je dois vous expulser. Avec effet immédiat, vous avez 24 heures. » « Quoi? » Nora s'agrippa au chambranle. « J'ai l'argent. J'ai eu un énorme pourboire hier soir. Je peux vous payer tout de suite. »« Ce n'est pas le loyer, » dit Henderson baissant de la voix. « J'ai reçu un appel ce matin de l'inspecteur de la santé de la ville et de l'autorité du bâtiment. Ils ont trouvé des violations spécifiquement dans votre unité. Ils ont menacé de condamner tout mon bâtiment si vous ne partez pas. Ils connaissaient votre nom, Nora. Quelqu'un de puissant veut que vous soyez à la rue. » Nora sentit le sang quitter son visage. Isabella, cela devait être elle. La femme avait des ressources et elle était mesquine. « Je comprends. » Nora murmura. Elle ferma la porte et s'y adossa, glissant jusqu'à ce qu'elle atteigne le sol. Sa mère toussa depuis la chambre. Elles n'avaient nulle part où aller, pas de maison. Et si Isabella était aussi vindicative, Nora n'aurait probablement pas de travail au restaurant avant midi non plus. Son téléphone vibra. C'était un SMS de Gillette. « Ne viens pas.
Tu es viré. Et ne m'utilise pas comme référence. » Des larmes lui montèrent aux yeux. Elle était effacée. Elle regarda l'horloge. 9h45. Arthur Penhaligon avait dit que son chauffeur serait là à 10h. C'était un entretien d'embauche, mais maintenant, c'était une bouée de sauvetage. Si elle n'obtenait pas ce travail, elle et sa mère seraient sans-abri à la tombée de la nuit. Nora s'essuya le visage. Elle enfila sa meilleure blouse, un simple chemisier blanc, et rangea les médicaments de sa mère dans son sac. « Maman, cria-t-elle, je sors. J'ai peut-être trouvé un nouvel endroit pour nous. » Elle sortit sur le trottoir devant son immeuble, juste au moment où une Rolls-Royce Phantom noire s'arrêta. La vitre se baissa. « Mademoiselle Kingsley? » demanda le chauffeur. « Oui. » dit Nora, serrant son sac. « Monsieur Penhaligon attend. » Nora entra. Alors que la voiture s'éloignait, elle vit un SUV noir garé au bout de la rue. L'homme à l'intérieur la regardait, parlant au téléphone. Elle n'allait pas juste à un travail. Elle entrait dans une fosse aux serpents. Mais pour sa mère et pour cette petite fille qui voulait juste un endroit calme pour se cacher, Nora était prête à riposter. Le domaine Penhaligon, connu sous le nom de Blackwood, n'était pas une maison. C'était une forteresse déguisée en château français. Tandis que la Rolls-Royce crissait sur l'allée de gravier, Nora leva les yeux vers la façade en calcaire. C'était beau, froid et imposant, tout comme l'homme qui en était propriétaire. Nora serra fermement son sac à main. À l'intérieur se trouvait toute sa vie, sa pièce d'identité, les médicaments de sa mère et le vide où se trouvaient autrefois ses clés de maison. Le texte de son propriétaire brûlait encore dans son esprit, expulsé. Si elle échouait à cet entretien, elle ne retournerait pas seulement à être serveuse. Elle retournerait dans un foyer pour sans-abri. Le majordome, un homme nommé M. Calloway, qui avait l'air d'avoir été empesé avec son col, ouvrit la portière de la voiture. « Suivez-moi, mademoiselle Kingsley. Monsieur Penhaligon est dans la bibliothèque. Vous êtes en retard. » Le chauffeur m'a prise à 10h, balbutia Nora. « Monsieur, le temps de Penhaligon est de l'argent. Ne le gaspillez pas. » Calloway la guida à travers des couloirs tapissés de portraits d'ancêtres à l'air sévère. La maison était silencieuse. Pas de musique, pas de rire, pas de son d'enfants jouant. Cela ressemblait à un musée où toucher le verre était punissable par la loi. Ils arrivèrent à des doubles portes en acajou. Calloway les poussa. La bibliothèque était immense, remplie de livres qui n'avaient jamais été ouverts. Au centre de la pièce, Arthur Penhaligon était assis derrière un bureau de la taille d'une petite voiture. Mais il n'était pas seul. Isabella était là, perchée sur un canapé en cuir comme un oiseau de proie, sirotant d'un expresso, et 3 femmes se tenaient en ligne rigide devant le bureau. Elles étaient impeccables, vêtues de costumes bleu marine impeccables, les cheveux tirés en chignon serré, tenant des porte-documents en cuir. Elles ressemblaient à des soldats. Nora regarda sa simple blouse blanche et son pantalon noir. Elle se sentit terriblement sous-qualifiée. « Ah, l'ouvrière miracle arrive. » Isabella dit d'une voix traînante, pleine de sarcasme. « Arthur, faisons-nous vraiment ça? Ces femmes ont des doctorats en psychologie infantile. Elles serrent des amuse-gueules. » Arthur ignora Isabella. Il regarda Nora. « Prenez place dans la file, mademoiselle Kingsley. » Nora s'avança à côté de la 3e femme, une dame à l'allure sévère qui sentait l'antiseptique. « C'est un entretien pratique, » dit Arthur se levant. Il avait l'air épuisé, les cernes sous ses yeux plus prononcées que la nuit précédente. Lily est actuellement dans le solarium. Elle a refusé de sortir pour le petit déjeuner. Elle a refusé de s'habiller. Dans 2 heures, le conseil d'administration viendra ici pour un déjeuner. Lily doit être présentable. Il désigna la première femme de la file. « Mademoiselle Gable, vous d'abord. Vous avez 10 minutes. » Mademoiselle Gable hocha la tête avec confiance. « J'ai géré des crises de colère pour la famille royale de Suède. Ce sera simple. » Elle sortit en marchant.
Arthur attendit. Il tapa son stylo sur le bureau. 5 minutes plus tard, des cris résonnèrent dans le couloir. C'était le même cri terrifié que dans le restaurant. Mademoiselle Gable revint, ses cheveux légèrement en désordre, l'air rouge. L'enfant est difficile. Elle m'a mordu. Suivant, dit Arthur froidement. La deuxième femme, Mademoiselle Halloway, entra. Elle revint en 3 minutes, secouant la tête. Elle jette des figurines en porcelaine. C'est dangereux. La troisième femme, celle qui sentait l'antiseptique, se moqua. Amateur, elle sortit. Elle dura le plus longtemps, 8 minutes. Mais quand elle revint, elle était trempée. Elle m'a arrosé avec le tuyau. La femme cracha, essuyant l'eau de ses lunettes. Cet enfant n'a pas besoin d'une nounou. Elle a besoin d'un pensionnat pour les criminels fous. Le visage d'Arthur se durcit. Un muscle de sa mâchoire tressaillit. Sortez toutes. Vous serez indemnisés pour votre temps. Tandis que les 3 nounous qualifiés sortaient, marmonnant sur des normes impossibles, la pièce devint silencieuse. Arthur regarda Nora. Votre tour. Isabella rit. Oh, ça, je dois le voir. Allez, serveuse, allez vous faire mordre. Nora ne dit pas un mot. Elle posa son sac sur une chaise. Elle enleva ses chaussures. Que faites-vous? Demanda Isabella, fronçant le nez. Les sols sont en marbre, dit Nora calmement. Les chaussures font un bruit de claquement, des échos. Si elle est dans un état sensoriel élevé, le son des talons sur la pierre lui semble être un coup de feu. Vous l'approchez comme une invasion ennemie. J'entre comme un fantôme. Elle sortit de la bibliothèque en chaussettes. Arthur se leva. Je veux regarder. Lui et Isabella suivirent Nora discrètement dans le couloir jusqu'au solarium. Le solarium était une pièce aux murs de verre remplie de plantes exotiques. C'était humide et lumineux. Dans le coin, derrière une grande fougère, Lily était recroquevillée en boule, serrant une poupée en porcelaine, sa respiration haletante. Un tuyau d'arrosage gisait à proximité, l'eau dégoulinant encore sur le sol. Nora n'approcha pas la fougère. Elle n'appela pas Lily par son nom. Elle marcha jusqu'au centre de la pièce et s'assit par terre, le dos tourné à Lily. Elle sortit un petit bloc-notes et un stylo de sa poche. Elle commença à dessiner. Scratch, scratch, scratch. Le son rythmique coupa le silence. Lily arrêta de pleurer. Elle écouta. Nora arracha la page et la plia. Un avion en papier. Elle le lança, non pas sur Lily, mais droit en l'air. Il fit une boucle et atterrit sur une grande feuille de monstera. Nora en dessina un autre, le plia, le lança. Celui-ci atterrit plus près de la fougère. C'est ça, Isabella murmura depuis l'embrasure de la porte. Elle joue avec des ordures. Chut! Arthur siffla. La tête de Lily sortit de derrière la fougère. Elle regarda l'avion en papier près de son pied. Elle tendit la main et l'attrapa. Elle le déplia. À l'intérieur, Nora avait dessiné une figurine de fil bâton grossière combattant un dragon. Mais le dragon était fait de bruit fort. Lily regarda le dos de Nora. Nora ne s'était pas retournée. Nora lança un autre avion. Celui-ci atterrit juste sur les genoux de Lily. Lily le déplia. C'était un dessin de la fille et de la serveuse en bâton assise sous un parapluie géant, à l'abri du dragon de bruit. Lily se leva. Elle marcha vers Nora et s'assit derrière elle, dos à dos. « Le tuyau, c'est parce qu'elle a crié, » murmura Lily. « Je sais, » murmura Nora en retour, toujours regardant devant. « Crier est le pire. Je ne veux pas porter la robe bleue, » admit Lily. « Ça me gratte le cou. »« D'accord, » dit Nora. « Et si nous portions la blanche et que nous la mettions à l'envers pour que l'étiquette ne touche pas ta peau? » Lily fit une pause. « À l'envers. » C'est une nouvelle tendance de mode, mentit Nora avec aisance. Très exclusif. Lily gloussa, un petit son rouillé. D'accord, dit Lily. Nora se leva et tendit la main. Lily la prit. Elles passèrent devant Arthur, stupéfait, et Isabella furieuse. Nous allons nous habiller maintenant, dit Nora et Arthur en passant. Et Monsieur Penhaligon, la robe bleue est en tulle synthétique.
C'est du papier de verre pour un enfant atteint de SPD. Brûlez-la! Arthur les regarda partir. Il laissa échapper un souffle qu'il avait l'impression de retenir depuis 5 ans. Elle la manipule, claqua Isabella, croisant les bras. Elle rend Lily dépendante d'elle. C'est une arnaque classique. Elle est la première personne sur laquelle Lily n'a pas crié depuis 1 mois, dit Arthur. Elle est embauchée. Vous ne pouvez pas l'embaucher. La voix d'Isabella monta désespérée. Vous ne savez rien d'elle. En fait, j'ai fait une vérification d'antécédents ce matin. Isabella tira un papier plié de sa pochette et le claqua contre la poitrine d'Arthur. Elle a été expulsée ce matin, Arthur. Elle n'a pas d'adresse. Sa mère est malade et sans assurance. Elle est indigente. Elle n'est pas ici parce qu'elle se soucie de Lily. Elle est ici parce qu'elle a besoin d'un toit au-dessus de sa tête. C'est une chercheuse d'or, juste une pauvre. Arthur déplia le papier. Il lut l'avis d'expulsion. Il lut le rapport financier. Il regarda dans le couloir où Nora et Lily avaient disparu. « Elle ne me l'a pas dit, » murmura Arthur. « Bien sûr que non. Elle veut s'incruster dans votre vie et siphonner votre argent. » Arthur retourna à la bibliothèque, son visage illisible. 30 minutes plus tard, Nora retourna à la bibliothèque. Lily était vêtue de la robe blanche à l'envers, bien que Nora ait astucieusement épinglé une écharpe pour cacher les coutures et coloriait calmement un livre. « Elle est prête pour le déjeuner, » dit Nora. Arthur regarda Nora. Il brandit le papier d'expulsion ainsi ordonné. Nora se figea, son visage devint pâle. Elle regarda Isabella, qui arborait un sourire triomphant. « Est-ce vrai? » demanda Arthur. « Êtes-vous sans abri depuis ce matin? » Nora ravala la boule dans sa gorge. Elle ne supplia pas. Elle redressa sa colonne vertébrale. « Oui, mon propriétaire nous a expulsés ce matin. Il a dit qu'il avait subi des pressions de la ville, mais je soupçonne qu'il a subi des pressions de quelqu'un d'autre. » Elle jeta un coup d'œil à Isabella. « Mais cela ne change pas la façon dont je traite votre fille, Monsieur Penhaligon. J'ai désespérément besoin de ce travail, ce qui signifie que je travaillerai plus dur que quiconque que vous pourriez embaucher, parce que j'ai tout à perdre. » La pièce était silencieuse. Isabella attendit l'explosion. Arthur détestait les menteurs. « Tu as raison, » dit Arthur lentement. « Tu as tout à perdre. » Il déchira l'avis d'expulsion en 2. Le poste est à domicile. L'aile est a une suite d'invités. Toi et ta mère pouvez emménager aujourd'hui. J'enverrai un camion pour vos affaires. Isabella laissa tomber sa tasse à expresso. Elle se brisa sur le sol. « Arthur, tu ne peux pas être sérieux. Tu fais emménager sa mère aussi. » « Lily a besoin de stabilité, » dit Arthur, tournant le dos à Isabella. « Et Nora a besoin d'une maison. C'est une transaction. » Mais Nora, il se retourna vers la serveuse, ses yeux d'acier. « C'est un essai. Tu as 1 semaine. Si Lily fait une crise, si tu me mènes encore, ou si je sens que tu utilises ma fille à des fins financières, tu seras à la rue, et je m'assurerai que tu ne travailles plus jamais dans cette ville. » Nora hocha la tête, son cœur battant contre ses côtes. Compris. Elle avait une maison, mais elle venait aussi d'entrer dans une cage avec une lionne qui voulait sa mort. Les 3 premiers jours à Blackwood Manor furent une leçon magistrale en guerre psychologique. Nora et sa mère, Helena, qui était fragile mais à l'esprit vif, furent installées dans l'aile est. C'était plus de luxe qu'elle n'en avait jamais connu. Mais Nora n'eut pas le temps de profiter des draps de coton égyptiens. Elle était trop occupée à servir de bouclier humain pour une fillette de 7 ans. Isabella ne cria pas ni ne hurla. Ses attaques étaient subtiles. C'était une saboteuse. Le mardi, Nora trouva les écouteurs anti-bruit de Lily dans le lave-vaisselle, ruinés. Isabella affirma que la femme de chambre avait fait une erreur. Le mercredi, la cuisine oublia les restrictions alimentaires de Lily et servit une sauce pleine de champignons à texture épaisse, déclenchant une crise de vomissement que Nora parvint à peine à désamorcer avant qu'Arthur ne le voie. Mais Nora riposta. Elle ne se plaignit pas à Arthur. Elle déjoua simplement Isabella. «
Quand les écouteurs se cassèrent, Nora construisit un fort silencieux avec des oreillers dans le placard. Quand la nourriture était mauvaise, Nora apprit à Lily à inspecter sa nourriture comme une scientifique, transformant l'anxiété en jeu. Lily s'épanouissait. Elle commença à établir un contact visuel. Elle rit, un vrai rire franc, quand Nora glissa sur un sol poli en chaussettes. Arthur remarqua qu'il passait plus de temps à la maison, regardant depuis l'embrasure de la porte Nora et Lily s'engager dans des sessions de disco silencieuses dans le salon. La glace autour de son cœur fondait, et cela terrifiait Isabella plus que tout. Le point culminant de la semaine fut le gala de charité à Pex. Il devait avoir lieu dans la grande salle de bal du domaine le samedi soir. 500 des élites de la ville, de la presse et des actionnaires. Arthur avait clairement indiqué que Lily devait faire une apparition. C'était crucial pour son image d'homme de famille après l'incident du restaurant. « C'est la nuit », Nora dit à Lily le samedi matin. « Nous allons nous entraîner. Entrer, saluer, sourire, accepter une fleur, puis nous nous échappons vers la Batcave. Et je peux porter ma cape sensorielle », demanda Lily. « Le châle de velours ?» « Oui, promit Nora. La robe pour la soirée avait été faite sur mesure. C'était une soie douce et sans couture bleu pâle, dessinée par Nora et une couturière locale en qui elle avait confiance, payée par Arthur. C'était parfait. À 10h, 2 heures avant l'arrivée des invités, Nora se rendit à la nursery pour aider Lily à s'habiller. Elle ouvrit la garde-robe. La robe de soie bleue avait disparu. À sa place pendait une robe rose rigide, lourde de crinoline, couverte de paillettes qui grattent et d'élastiques serrés. La panique éclata dans la poitrine de Nora. Elle vérifia les tiroirs. « Rien, Nora ?» demanda Lily, sentant la tension. « Où est-ce ma robe douce? » « Une seconde, ma chérie. » Nora sortit en trombe dans le couloir et faillit entrer en collision avec Isabella. Isabella portait une superbe robe cramoisie et un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Où est-elle? » demanda Nora, gardant sa voix basse. « Où est-ce quoi, ma chère? »« La robe de Lily, celle en soie. »« Oh, ce chiffon! » Isabella rit légèrement. « Je l'ai envoyée au pressing. Elle avait l'air froissée. Je l'ai remplacée par quelque chose de plus approprié. Une Penhaligon ne porte pas de vêtements faits maison. Cette robe rose est une Dior. Cette robe rose est une torture pour elle, siffla Nora. Les paillettes lui feront l'effet d'aiguille. Elle fera une crise dans 5 minutes. Alors vous feriez mieux de vous assurer qu'elle ne le fasse pas, murmura Isabella, s'approchant. Son parfum était accablant. Un lourd parfum floral musqué qui fit même piquer le nez de Nora. Parce que si elle crie ce soir devant les investisseurs, Arthur vous en voudra. Il verra que vous ne pouvez pas la contrôler quand c'est important et vous ferez vos bagages ce soir. Isabella se retourna et s'éloigna. Nora vérifia sa montre. 1 heure avant le gala. Pas le temps de récupérer la robe. Pas le temps d'en faire une nouvelle. Elle retourna dans la pièce. Lily regardait la robe rose avec terreur. « Je ne peux pas la porter », gémit Lily. « Ça fait mal de la regarder. » Nora regarda autour de la pièce, désespérée. Elle avait besoin d'un tissu doux, sans couture, respirant. Ses yeux se posèrent sur la porte du placard d'Arthur, qui était relié à la suite de la chambre d'enfant. C'était un risque, un énorme. « Lily, attends ici. » Nora se glissa dans le dressing d'Arthur. Ça sentait le cèdre et le parfum cher. Elle fouilla frénétiquement dans les rayons. Costume, chemise rigide, rien d'assez doux. Puis elle le vit. Une pile de pulls en cachemire de haute qualité et une rangée de mouchoirs de poche en pure soie. Nora attrapa une paire de ciseaux du kit de couture qu'elle gardait dans son tablier. Elle prit un grand pull en cachemire blanc immaculé, clairement jamais porté, et une poignée de mouchoirs en soie bleue. Nora. Elle se retourna. Arthur se tenait dans l'embrasure de la porte, enveloppé dans une serviette, venant de sortir de la douche. Il regarda les ciseaux, le pull et Nora. « Que diable faites-vous » demanda-t-il. « C'est mon cachemire. »
J'ai besoin de ça, dit Nora, sa voix tremblante mais déterminée. Isabella a pris la robe de Lily. Elle l'a remplacée par des paillettes. Si Lily portait des paillettes, elle criera. Si elle porte ce cachemire, elle sera en sécurité. Vous coupez un pull à 2 000 $? Demanda Arthur incrédule. Je découperai la Joconde si ça la maintenait calme, claqua Nora. Faites-moi payer. Elle le dépassa en courant et retourna à la nursery. Arthur resta là, stupéfait. Personne ne lui parlait comme ça. Nora travailla comme une magicienne. Elle coupa les bras du pull pour en faire une tunique sans manches. Elle utilisa les mouchoirs en soie pour créer une écharpe douce et fluide qui nouait la taille, couvrant les bords rugueux. Ce n'était pas du Dior, c'était du chic amélioré, déstructuré. Mais dit Nora à Lily, c'est une robe nuage. Lily toucha le cachemire. Elle sourit. À 19h, la salle de bal était bondée. La musique était forte, mais Nora avait donné à Lily des bouchons d'oreilles discrets qui ressemblaient à des boucles d'oreilles en perles. Arthur se tenait au bas du grand escalier, attendant. Il avait l'air nerveux. Isabella était à ses côtés, serrant son bras, attendant le désastre. « Je ne pense vraiment pas qu'elle soit à la hauteur, Arthur, » murmura Isabella assez fort pour que les investisseurs proches l'entendent. « Cette nouvelle nounou est incompétente. » Puis la musique monta. Nora apparut en haut de l'escalier, tenant la main de Lily. Lily ne criait pas. Elle ne se grattait pas. Elle descendait les escaliers dans une tunique en cachemire blanc avec une écharpe en soie bleue, ressemblant à un ange d'hiver. Elle avait l'air confortable. Arthur leva les yeux. Il reconnut son pull. Il reconnut la soie de ses mouchoirs de poche. Un sourire tira au coin de sa bouche. Lily atteignit le bas. Elle se dirigea droit vers le président du conseil d'administration, fit une révérence et dit doucement « Bienvenue chez nous ». La pièce fondit, les investisseurs roucoulèrent. Ce fut un triomphe. Isabella avait l'air d'avoir avalé un citron. Plus tard cette nuit-là, après que Lily fut endormie, Nora était dans la cuisine à faire du thé. Elle était épuisée. Arthur entra. Il était toujours en smoking, la cravate défaite. « Le pull sera déduit de votre salaire, dit-il, mais sa voix était chaleureuse. « C'est juste, dit Nora, s'appuyant contre le comptoir. « Pourquoi ne m'avez-vous pas dit qu'Isabella avait pris la robe? »« M'auriez-vous cru? » demanda Nora. « Où cela aurait-il ressemblé à la nounou blâmant la fiancée? » Arthur resta silencieux. Il se versa un verre d'eau. « Vous avez vu le problème et vous l'avez résolu. Vous ne vous êtes pas plainte, je respecte cela. » Il se rapprocha. L'air entre eux se chargea d'une tension soudaine et inattendue. « Vous avez sauvé la nuit, Nora. Je l'ai faite pour Lily. Je sais. » Juste à ce moment-là, un cri perçant résonna de l'aile est. Ce n'était pas Lily. Nora laissa tomber sa tasse. Elle se brisa. « Maman, murmura-t-elle. » Elle courut. Arthur suivit. Ils firent éruption dans la suite des invités. La mère de Nora, Elena, était par terre, haletant, serrant sa poitrine. Son visage était bleu. « Maman. » Nora glissa sur ses genoux, vérifiant son pouls. Il était erratique. Elle fit une réaction. « Où sont ces médicaments? »« Je les ai mis juste ici sur la table de chevet. » La table de chevet était vide. La bouteille de pilule pour le cœur avait disparu. « Je les ai prises, » allaita Elena, mais elles n'ont pas fonctionné. Nora attrapa le verre d'eau vide à côté du lit. Elle le renifla. Il sentait faiblement mais distinctement l'amande amère. Et en dessous, le lourd parfum floral musqué du parfum d'Isabella. Arthur était déjà sur son téléphone. « Faites venir l'unité de paramédics ici maintenant. » Nora leva les yeux vers Arthur, les larmes coulant sur son visage. Quelqu'un a échangé ses pilules ou altéré son eau. Arthur regarda la table de chevet. Il vit une tache de rouge à lèvres rouges cramoisies sur le bord du verre d'eau, une nuance cramoisie qu'il avait vue plus tôt ce soir-là sur Isabella. La guerre venait de passer du psychologique au physique. Et Nora réalisa avec une clarté glaçante qu'Isabella n'essayait pas seulement de la faire virer.
Elle essayait d'éliminer la concurrence de façon permanente. L'aile VIP de l'hôpital St. Jude était calme, sentant l'antiseptique et les lits chers. Arthur Penalagan était assis sur une chaise en plastique devant la chambre 402, la tête entre les mains. À l'intérieur, Nora était assise près du lit, tenant la main pâle de sa mère, Martha. Dans le chaos de l'ambulance, les paramédics avaient corrigé son nom sur le dossier. C'était Martha, pas Elena, comme l'infirmière d'admission confuse l'avait écrit. Les médecins lui avaient fait un lavage d'estomac. C'était une réaction grave à une dose concentrée de digitaline, un médicament pour le cœur, mais pas celui prescrit à Martha. « Elle est stable », dit le docteur Sterling, sortant de la chambre. Il avait l'air grave. Mais M. Penalagan, ce n'était pas un accident. Le dosage dans son système était 5 fois la limite létale pour son poids. Si Nora n'avait pas reconnu les signes immédiatement, elle a été empoisonnée, termina Arthur, sa voix comme du gravier écrasé. C'est une affaire de police maintenant, dit le docteur Sterling. Arthur se leva. Il entra dans la pièce. Nora leva les yeux, ses yeux rougis, son visage dépouillé de toute couleur. Elle avait l'air petite, vaincue. « Je dois partir, » murmura Nora. « Je ne peux pas rester à Blackwood. C'est trop dangereux. Elle est venue pour ma mère, Arthur. La prochaine fois, ce sera moi ou pire, Lily. Tu ne pars pas. » dit Arthur. L'ordre resta suspendu dans l'air. « Si tu pars, elle gagne. Et si tu pars, je perds la seule personne qui a fait sourire ma fille en 3 ans. Elle a presque tué ma mère. » La voix de Nora se brisa, montant en hystérie. Ce n'est plus un travail, c'est un piège mortel. Arthur s'approcha et s'agenouilla à côté de sa chaise, une position de soumission qu'un milliardaire n'a jamais prise. J'ai envoyé le verre au laboratoire et j'ai envoyé les images de surveillance du couloir à mon équipe de sécurité privée, pas au personnel de la maison. Je ne fais confiance à personne au manoir en ce moment. Sauf à toi. Son téléphone vibra. Il regarda l'écran. Son expression passa de préoccupée à meurtrière. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Nora. Arthur lui montra l'image. C'était une image fixe haute résolution de la caméra du couloir devant la suite d'invités. Elle montrait une silhouette se glissant dans la pièce à 19h45. La silhouette portait un uniforme de femme de chambre, mais les chaussures étaient mauvaises. C'étaient des talons aiguilles à semelle rouge. Isabella. Elle n'a même pas pris la peine de changer ses chaussures, murmura Arthur. Elle se croit intouchable. Elle est intouchable, dit Nora amèrement. Son père est sénateur. Vous êtes milliardaire. Les gens comme elle ne vont pas en prison. Ils vont dans des spas en Suisse jusqu'à ce que le cycle d'actualité oublie. Pas cette fois, jura Arthur. Mais j'ai besoin que tu me fasses confiance. J'ai besoin que tu retournes à la maison ce soir. Es-tu folle? J'ai besoin que tu agisses comme si tu étais vaincu, dit Arthur. Kier, ses yeux brûlants d'une intelligence froide. Fais tes valises, pleure, laisse-la te voir briser. Si elle pense que tu pars, elle deviendra négligente. Elle essaiera de faire son coup final pour sécuriser la bague de fiançailles. Nora regarda sa mère endormie, puis elle regarda Arthur et Lily. Lily viendra avec moi au bureau demain. Je ne la quitterai pas des yeux, mais j'ai besoin de toi à la maison pour trouver la preuve. Isabelle garde un registre. Elle est obsédée par l'argent. Si elle a payé ton propriétaire pour t'expulser, si elle a acheté la digitaline, le reçu est dans sa suite. Vous voulez que je pénètre dans la chambre d'Isabella Vance? Je veux que vous la détruisiez, dit Arthur. Le lendemain matin, la performance commença. Nora retourna au manoir Blackwood, les yeux gonflés, portant des cartons. Elle dit bruyamment à M. Calloway qu'elle démissionnait. Isabella était sur la terrasse, mangeant un pamplemousse. Elle regarda Nora charger le coffre d'un taxi avec un sourire qui était du pur venin. « Vous partez si tôt ?» appela Isabella. « J'espère que votre mère se rétablira. Les vieux cœurs sont si fragiles. » Nora serra les dents. Elle devait le vendre. « Vous gagnez, Isabella.
Je ne peux pas vous combattre. Je veux juste que ma famille soit en sécurité. Fille intelligente, ronronna Isabella. Retournez servir des tables. C'est pour ça que vous êtes née. Nora monta dans le taxi, mais elle ne partit pas. Dès que le taxi tourna le coin de la longue allée, elle se baissa. Le chauffeur, un membre de l'équipe de sécurité d'Arthur, fit demi-tour et se dirigea vers l'entrée de service à l'arrière du domaine. Nora se glissa de nouveau dans la maison par l'arrière-cuisine, vêtue de la tenue noire qu'Arthur lui avait fournie. Elle était maintenant un fantôme dans la maison qu'elle était censée venir de quitter. Arthur lui avait donné le code de la clé principale. Nora attendit qu'Isabella parte pour sa séance de pilates à 11 heures, puis elle entra dans la fosse au lion. La suite d'Isabella dans l'aile ouest. La pièce était un sanctuaire à la vanité, des miroirs partout. Nora commença à chercher. Tiroirs, placards, sous le matelas, rien. Elle sentit une panique monter. Isabella serait de retour dans 1 heure. Nora fit une pause. Elle ferma les yeux. Elle utilisa ses compétences de serveuse, sa mémoire et son observation. Elle repensa à chaque fois qu'elle avait vu Isabella. La femme était toujours sur son téléphone ou écrivait dans un petit agenda relié en cuir qu'elle gardait dans son sac Hermès, mais elle ne prenait pas le sac pour le pilate. Nora regarda le dressing. Là, sur l'étagère supérieure, se trouvait une rangée de sacs de créateurs. Nora attrapa le sac Birkin qu'Isabelle avait utilisé hier. Elle fouilla dedans. Poudrier de rouge à lèvres, pastil mentholé et un petit faux fond dans la doublure. Les doigts de Nora effleurèrent du papier. Elle le sortit. Ce n'était pas un journal. C'était un passeport. Mais le nom n'était pas Isabella Vance. C'était Maggie O'Connell. Et sous le passeport se trouvait une lettre pliée. Elle venait d'un cabinet d'avocats des îles Caïmans. Mademoiselle O'Connell, le transfert de fonds du compte de charité Penalagan est terminé. Les 4 millions de dollars ont été blanchis comme demandé. Nous attendons votre arrivée lundi. Le souffle de Nora se coupa. Isabella n'était pas juste une fiancée jalouse. C'était une arnaqueuse, une escroc professionnelle qui avait probablement inventé son histoire de fille de sénateur ou volé l'identité. Elle n'essayait pas d'épouser Arthur pour le statut. Elle essayait de vider ses comptes et de disparaître. Et lundi, c'était dans 2 jours. Nora sortit son téléphone pour prendre une photo. Clic. Le son d'une porte s'ouvrant en bas lui glaça le sang. J'ai oublié mon tapis de yoga. La voix d'Isabella résonna dans l'escalier. Nora était piégée. Le placard n'avait pas d'autre sortie. Elle entendit les pas se rapprocher. Le clic-clac des talons sur le parquet. Nora leva les yeux. La gaine de ventilation. C'était étroit, poussiéreux et haut. Mais Nora avait passé des années à grimper sur des étagères instables dans les réserves. Elle enleva ses chaussures, monta sur la coiffeuse et se hissa, déloger la grille. Elle se glissa à l'intérieur et remit la grille en place juste au moment où la porte de la chambre s'ouvrait. À travers les fentes, elle regarda Isabella entrer. Isabella se dirigea droit vers le placard. Elle tendit la main vers le sac Birkin. Elle vérifia le feuille-fond. Isabella se figea. Elle savait. Isabella sortit son téléphone. Elle n'appela pas la police. Elle composa un numéro. « C'est moi ». Isabella siffla. La serveuse a trouvé la cachette. Je ne sais pas comment, mais les papiers sont déplacés. Nous devons accélérer le calendrier. Oubliez le gala. Prenez la fille aujourd'hui. Je mets le feu à la maison. Nora, étendue dans la poussière de la ventilation, plaqua sa main sur sa bouche. Isabella n'allait pas fuir. Elle allait kidnapper Lily pour une rançon et incendier Blackwood Manor pour couvrir ses traces. Nora devait bouger. Elle ne pouvait pas appeler Arthur. Les évents étaient en métal épais, bloquant son signal. Elle devait sortir et atteindre Lily. Elle rampa à travers le conduit, le métal râpant ses genoux à vif. Elle navigua de mémoire du plan de la maison, finissant par déloger un évent dans la buanderie au sous-sol. Elle tomba, couverte de suie,
et sprinta vers le garage. La voiture de sécurité était partie. Isabella avait dû la voir. Nora vit le camion d'un jardinier. Les clés étaient dans le contact. Elle n'hésita pas. Elle vola le camion, sortant en trombe de l'allée, projetant du gravier partout. Elle appela Arthur en roulant à toute vitesse sur l'autoroute vers la tour Apex. « Arthur, c'est un coup monté. Isabella et Maggie O'Connell, une arnaqueuse. Elle vient chercher Lily maintenant. Elle va brûler la maison. »« J'ai Lily, » dit Arthur, sa voix calme mais tendue. « Nous sommes dans mon bureau au 40e étage. La sécurité est en alerte maximale. Isabella ne peut pas entrer ici. Vous ne comprenez pas. » Nora cria par-dessus le rugissement du moteur. Elle ne viendra pas par la porte d'entrée. Elle a un complice. Qui est votre chef de la sécurité? Garen. Il est avec moi depuis 10 ans. Est-ce lui qui conduisait le SUV, celui qui m'a regardé être expulsé? Il y eut un silence au bout du fil. Arthur. Garen est dans sa pièce avec nous. Arthur murmura. La ligne se coupa. À la tour Apex, le cauchemar se déroula en quelques secondes. Arthur se tourna vers Garen. Une montagne d'hommes debout près de la porte. Garen, donne-moi ta radio. Garen ne bougea pas. Il sourit, un sourire de mercenaire froid. Désolé, patron, le package de retraite que Maggie m'a offert était juste trop bon. Garen tira un pistolet silencieux. Lève-toi, toi et la gamine, nous allons sur le toit. L'hélicoptère attend. Ne la touche pas, rugit Arthur, s'interposant devant Lily. Bouge et je te tire dans la jambe, dit Gary avec désinvolture. La fille est de billets. Tu n'es qu'un bagage excédentaire. Lily commença à gémir. Elle se couvrait les oreilles, se balançant. Le stress déclenchait une crise massive. Fais taire cette gamine, claqua Gary. Nora atteignit la tour Apex. Le hall était en chaos. L'alarme incendie hurlait. La distraction d'Isabella. Les gens sortaient en masse. Nora poussa à contre-courant, se frayant un chemin vers le bureau de sécurité. « Je dois aller au 40e étage. Penaligan est en difficulté. »« Les ascenseurs sont bloqués, madame, » cria le garde. Nora regarda les schémas numériques sur le mur. Les ascenseurs étaient en panne. Les escaliers étaient encombrés de gens, mais il y avait un monte-charge, le système de monte-plat utilisé pour la restauration et le courrier. C'était petit, dangereux et manuel. Nora courut vers le quai de chargement. Elle trouva le puits de service. C'était un tunnel vertical de graisse et d'obscurité. Elle attrapa les câbles. Elle n'avait pas la force de se hisser sur 40 étages, mais elle connaissait la formule. Contrepoids physique. Elle scanna le quai de chargement. Elle vit une palette de papier d'imprimante lourd. Elle accrocha le contre-câble à la palette et la poussa du bord dans la fosse du sous-sol. La palette tomba en piqué. Nora attrapa le câble montant et s'y accrocha de toutes ses forces. Elle remonta la gaine comme une fusée, passant à toute vitesse les numéros d'étage. 10, 20, 30. Elle utilisa ses pieds pour freiner contre les murs, alors qu'elle approchait du 40. Le frottement brûlant les semelles de ses baskets. Elle força les portes à s'ouvrir et roula sur le tapis moelleux du 40e étage, haletant. L'étage était vide. Le personnel avait évacué. Elle entendit des voix dans le bureau du PDG. Nora avança à pas de loup. Elle regarda à travers le verre dépoli. Garen avait Arthur à genoux. Isabella, qui était manifestement arrivée par les héliports privés, était là aussi, tenant une seringue. « Endors-la, Garen » ordonna Isabella. Elle crie trop. Garen se dirigea vers Lily. Nora regarda autour d'elle. Elle n'avait pas d'arme. Elle était serveuse. Elle vit le bord du bureau, une machine à expresso haut de même, une bouteille de brandy à haute teneur en alcool et un briquet sur le bureau d'Arthur. Compétence de serveuse. Flambée. Nora attrapa le brandy et un lourd cendrier en cristal. Elle ouvrit la porte d'un coup de pied. « Hé, Maggie !» cria Nora. Isabella se retourna. « Toi ?» Garen tourna son arme vers Nora. Nora lança la bouteille de brandy en l'air juste au-dessus de la tête de Garen.
Alors qu'il suivait la bouteille distrait, elle lança le lourd cendrier en cristal avec une précision parfaite. Il brisa la bouteille en plein vol, inondant Garin d'alcool à haute teneur en alcool. « Maintenant, Lily, le bouton! » cria Nora. Lily, qui était cachée sous le bureau près du bouton de panique qu'Arthur lui avait montré une fois, frappa son poing dessus. Le bouton de panique n'appelait pas la police. Les lignes étaient coupées. Il activait les mesures de confinement d'urgence du bureau. Plus précisément, le système d'extinction d'incendie au gaz est long et les volets par explosion. Mais avant que le gars n'atteigne, des étincelles du flash de Garin, alors qu'il tirait à l'aveugle, enflammèrent l'alcool, imbibant son costume. Garin s'enflamma. Il cria, laissant tomber le pistolet, se débattant. Isabella se jeta sur le pistolet. Nora la plaqua au sol. Ils s'écrasèrent sur la table basse en verre. Isabella était plus forte, alimentée par la rage. Elle épingla Nora, les mains autour de la gorge de Nora. « Oh, misérable petite servante! » Isabella hurla. « J'avais tout! J'allais être une reine! » La vision de Nora se brouilla. Elle griffa le visage d'Isabella. Soudain, une petite silhouette apparut derrière Isabella. C'était Lily. Lily tenait le lourd télescope en laiton du bureau de son père. Elle ne cria pas. Elle ne pleura pas. Elle le balança de toutes ses forces. Clang. Le télescope frappa l'arrière de la tête d'Isabella. Les yeux d'Isabella roulèrent en arrière. Elle s'effondra inconsciente sur Nora. Nora repoussa la femme et haleta. Arthur était là en une seconde, relevant Nora, vérifiant son coup. « Nora, ça va? Je vais bien. » Nora siffla. Ils regardèrent Lily. La petite fille laissa tomber le télescope. Elle regarda ses mains, tremblantes. Nora rampa et tira Lily dans ses bras. Elle ne dit pas « bon travail », elle ne dit pas « n'aie pas peur ». Elle sortit la serviette en lin de sa poche, celle qu'elle gardait toujours, et la drapa sur leurs deux têtes. « L'heure de l'attente », murmura Nora. Sous la serviette, au milieu du chaos d'un tueur à gages en feu qui était maintenant éteint par les gicleurs et d'une escroc inconsciente, Lily posa sa tête contre la poitrine de Nora et sanglota. « C'est fini, » dit Arthur, serrant dans ses bras les deux femmes qui lui avaient sauvé la vie. « C'est enfin fini. » Le procès d'Isabella Vance, alias Maggie O'Connell, et de son complice Garin, fut l'événement médiatique de la décennie. Les preuves que Nora avait obtenues du faux fond du sac, combinées au témoignage de M. Henderson, qui se retourna immédiatement face à l'emprisonnement, furent accablantes. Isabella fut condamnée à 25 ans pour fraude, tentative d'enlèvement et tentative de meurtre. Mais Nora n'assista pas à la sentence. Elle était occupée à faire ses valises. Cela faisait 2 mois que l'attaque de la tour. Martha s'était complètement rétablie et était actuellement dans le jardin avec Lily et plantant des tulipes. Nora plia son dernier uniforme de serveuse et le plaça dans la boîte. Elle sentit une présence dans l'embrasure de la porte. C'était Arthur. « Calloway me dit que tu as commandé un camion de déménagement. » Arthur dit, il était appuyé contre l'embrasure de la porte, l'air plus détendu qu'il ne l'avait été depuis des années. Il ne portait pas de cravate. « Il est temps, Arthur, » dit Nora sans le regarder. « Le danger est parti. Vous n'avez plus besoin d'un garde du corps. Et vous pouvez embaucher une vraie gouvernante pour Lily maintenant. Une avec un diplôme, pas un GED. C'est que tu pensais être. Juste un garde du cœur. J'étais une transaction, » dit Nora, sa voix tremblant légèrement. « Vous aviez besoin de stabilité. J'avais besoin d'une maison. Le contrat est terminé. » « Le contrat était pour 1 semaine, » fit remarquer Arthur. « Tu es ici depuis 3 mois. J'ai abusé de mon hospitalité. » Nora ramassa la boîte. « Je vais retourner dans le Queens. Je vais terminer mon diplôme d'infirmière. » « C'est pour le mieux. » Elle essaya de passer devant lui. Arthur lui barra le chemin. « J'ai viré le conseil d'administration, » dit-il au hasard. Nora fit une pause. « Quoi? Ceux qui se souciaient de l'image. Ceux qui jugeaient Lily. Je les ai virés. Je privatise l'entreprise.
Je veux passer mon temps sur des choses qui comptent. Il prit la boîte des mains de Nora et la posa sur le sol. Tu n'es pas une serveuse, Nora. Tu n'es pas une nounou. Tu es la seule personne qui a vu ma fille comme un être humain et non comme un objet brisé. Tu es la seule personne qui m'a vu comme un homme, pas un compte en banque. Il fouilla dans sa poche. Le cœur de Nora battait la chamade. Lui offrait-il de l'argent? Une indemnité de départ? Il sortit un morceau de papier. C'était un dessin. C'était le dessin que Lily avait fait dans le solarium ce premier jour. La fille en figurine bâton et la serveuse en figurine bâton sous le parapluie, à l'abri du dragon. Mais Lily avait ajouté quelque chose de nouveau, une troisième figurine bâton, un homme grand tenant la poignée du parapluie. « Lily a dessiné ça ce matin, » dit Arthur doucement. « Elle appelle ça la famille. » Des larmes débordèrent des cils de Nora. « Arthur, je ne peux pas. Les gens vont parler. Ils diront que je ne suis qu'une autre chercheuse d'or comme Isabella. Ils diront que la serveuse a séduit le milliardaire. »« Laissez-les parler, » dit Arthur s'approchant. Il lui prit le visage dans ses mains, ses pouces essuyèrent ses larmes. « Laissez-les parler pendant que nous vivons. Je me fiche du monde, Nora. Je me soucie du fait que cette maison était une tombe avant que vous n'y entriez. Et si vous partez, les lumières s'éteindront à nouveau. Je ne veux pas que les lumières s'éteignent, » murmura Nora. Arthur baissa la tête et l'embrassa. Ce n'était pas un baiser de film. C'était désespéré, réel et plein d'une promesse qui allait au-delà des contrats. C'était un baiser qui avait le goût des secondes chances. « Ne pars pas, » murmura-t-il contre ses lèvres. « D'accord, » souffla-t-elle. « Je resterai. » 5 ans plus tard, le titre du magazine Forbes lisait « Le nouvel héritage, comment Arthur et Nora Penhaligon ont changé la défense de l'autisme. » Mais Nora ne se souciait pas du magazine. Elle se tenait sur la terrasse de la maison d'été dans les Hamptons. La porte s'ouvrit et une fille de 12 ans sortit. Lily. Elle portait des écouteurs, mais elle souriait. Elle tenait sa lettre d'acceptation dans sa main. « J'ai été acceptée dans le programme STEM Mamaman », dit Lily. Nora, qui avait légalement adopté Lily il y a 3 ans, rayonna. « Je savais que tu le ferais. Tu es un génie des codes. » Papa pleure dans la cuisine, nota Lily sèchement. Il essaie de le cacher, mais il fait des crêpes et renifle. Nora rit. Elle entra dans la cuisine. Arthur retournait effectivement des crêpes, s'essuyant les yeux avec un torchon. Martha était assise au comptoir, volant des myrtilles, l'air saine et heureuse. Arthur vit Nora et sourit. C'était un sourire de pur contentement. « Elle est entrée, » dit Arthur. « Oui, homme, » répondit Nora, enroulant ses bras autour de sa taille. « Tu sais, » dit Arthur, l'embrassant sur le front, « je te dois toujours pour ce pull en cachemire. » « Mettez-le sur mon compte, » fit Nora en clignant de l'œil. Ils avaient construit une vie non pas sur la perfection, mais sur la compréhension. Ils avaient appris que l'amour ne consistait pas à crier le plus fort. Il s'agissait de s'asseoir ensemble dans le silence, sous la serviette, jusqu'à ce que le monde se sente de nouveau en sécurité. Et au final, la serveuse n'a pas seulement servi le milliardaire, elle l'a sauvé. Et c'est l'histoire de la façon dont un acte de gentillesse et un peu de courage de serveuse ont fait tomber un empire criminel et ont construit une famille. Cela montre juste, ne sous-estimez jamais la personne qui vous sert votre café. Il pourrait bien être la personne la plus forte de la pièce. Si vous avez aimé cette histoire de karma, de romance et de justice, s'il vous plaît, appuyez sur ce bouton « J'aime ». Cela aide vraiment la chaîne. Et n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur l'icône de la cloche pour ne jamais manquer une nouvelle histoire. Qu'avez-vous pensé de la punition d'Isabella? A-t-elle eu ce qu'elle méritait? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo.